Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, ils furent des millions, ils furent enchaînés, ils furent déportés d'un continent à l'autre, ils furent battus, ils furent asservis. Et cela dura des siècles. On leur prit tout, leur liberté, leur dignité, leur vie, leurs rêves, leur espoir, leur joie. On leur retira leur nom d'homme. On en fit du bétail et de leurs enfants aussi. On prit la peine cependant d'édicter un code noir. Pour le voleur, la mort. Pour celui qui a frappé son maître, la mort. Pour le fugitif, les oreilles coupées et une marque au fer rouge. Pour le récidiviste, le jarret coupé et une deuxième marque au fer rouge. À la troisième tentative, la mort. Cela dura des siècles. En plein XIXe siècle, en Guyane, un maître pouvait en toute légalité infliger à une femme de 66 ans, mère de 11 enfants, 43 coups de fouet, 5 pour avoir manqué à l'appel, 9 pour injure et 29 pour menace. Le maître avait tous les droits. Pour les faire valoir, il avait le fouet, le cachot, la chaîne, le carcan ou la barre, ce lit de douleur muni d'une poutre percée de trous où l'on enfermait les jambes de l'esclave. Il pouvait passer un carcan à une mère, l'empêchant d'allaiter son enfant nouveau-né. Il pouvait infliger à l'esclave fautif un séjour dans une cage en bois plein où l'on ne pouvait entrer qu'en rampant et où l'air ne pénétrait que par quelques trous. Un huissier qui saisissait les biens d'un domaine pouvait vendre à l'encan une mère de 40 ans avec ses 6 enfants, bien sûr payables au comptant. On dressait spécialement des chiens pour donner la chasse aux esclaves fugitifs. Et cela dura des siècles. Après les fonds de cale épouvantables des négriers, les baraques répugnantes et malsaines des plantations, une vie de douleur, de désespoir, d'humiliation, d'insultes, une vie au fond qui n'était plus une vie, mais une longue souffrance qui ne finissait jamais, qui se transmettait de génération en génération, comme un destin tragique que les enfants héritaient de leur père, contre lequel ils ne pouvaient rien. Pour échapper à ce sort, au fond, il ne restait que le suicide. De temps en temps, une révolte sanglante, sauvagement réprimée, perturbait à peine ce commerce de chair humaine sur lequel s'édifiaient des fortunes. Et cela dura des siècles. Et pendant tous ces siècles, un long cri de douleur traversa l'Atlantique. Les maîtres disaient « La côte d'Afrique est une bonne mer », mais c'était une mer meurtrie. Et au cri des mères africaines auxquelles on arrachait leurs enfants, répondait en écho celui des esclaves enchaînés auxquels on avait arraché même le souvenir de l'amour maternel. Ce cri était celui dont parlait Césaire. Et ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes. J'entends de la cale monter les malédictions enchaînées, les hoquetements des mourants, le bruit d'un qu'on jette à la mer, les abois d'une femme en gésine, des raclements d'ongles cherchant des gorges, des ricanements de fouet, des farfouillis de vermine parmi les lassitudes. Ce cri qui entra pour les siècles des siècles tous les descendants d'esclaves, ce cri qui continuera de résonner pour les siècles des siècles dans toute l'Afrique noire. Ce cri, au fond, il s'adresse à toute l'humanité parce que la traite et l'esclavage furent les premiers crimes contre l'humanité. Cet esclavage fut pire encore que celui de l'Antiquité, car il ne trouva pas seulement sa justification dans l'intérêt économique, au fond dans l'appât du gain, il la trouva aussi, et sans doute même d'abord, dans le racisme. Ce qui rend la traite et l'esclavage comparables à l'entreprise d'extermination totalitaire, c'est qu'ils ont trouvé leur justification intellectuelle et morale dans l'idée de race inférieure. Ce n'est pas un hasard si l'esclavage est réapparu brutalement en plein
XXe siècle dans les camps de concentration. Il fallait que l'esclave ne fût pas considéré comme tout à fait humain pour pouvoir être traité de façon aussi inhumaine. L'esclavage ne fut pas une grande entreprise délibérée d'extermination, mais ce fut une immense entreprise d'exploitation qui fit énormément souffrir et qui tua massivement. Elle ne fut possible que parce qu'il fut admis qu'une partie du genre humain n'avait pas autant de droits que les autres, parce qu'elle n'avait pas les mêmes qualités que les autres. Où a conduit ce préjugé? À donner un prix, une valeur marchande à ce qui ne doit pas en avoir. La vie humaine n'a pas de prix, nous dit la conscience universelle, parce qu'elle a une valeur infinie. Mais dès lors que la vie devenait une marchandise, qu'elle se trouvait réduite à sa valeur de marché, qu'elle avait un prix, le sentiment de la fraternité humaine s'effaçait derrière la comptabilité. Le négrier qui prévoyait que 25% de sa cargaison ne survivrait pas au voyage ne regardait ce chiffre que comme un élément de son prix de revient dont il se servait pour calculer sa marge. L'esclave qui se suicidait savait qu'il ne ferait aucune peine à son maître, mais qu'il lui infligerait une perte financière. Et l'on a vu des esclaves se donner la mort en groupe dans le seul but de ruiner leur propriétaire. Le maître ne partageait pas plus la souffrance de l'esclave que le négrier. Le maître se sentait dans son bon droit. Il logeait et il nourrissait l'esclave en échange de son travail, et il était convaincu que celui-ci ne pouvait travailler que sous le fouet. Il était convaincu que c'était dans sa nature. Il était convaincu d'être un civilisé qui prenait à sa charge un sauvage congénitalement imperméable à toute forme de civilisation. Et c'était la conviction de l'Occident qui croyait à sa supériorité, qui croyait que sa civilisation était la seule, l'unique civilisation. C'était la conviction de l'Occident qui a mis si longtemps à comprendre et à admettre qu'il pouvait y avoir d'autres formes de civilisation aussi belles, aussi grandes, aussi fécondes, et qu'en les reconnaissant, en les respectant, il s'enrichissait davantage qu'en cherchant à les dominer ou à les détruire. Oui, il a fallu longtemps pour que l'Occident comprenne, admette qu'il avait autant à apprendre des autres que les autres avaient à apprendre de lui, qu'il y avait dans les autres civilisations autant de trésors de sagesse humaine que dans la sienne. Ce préjugé de supériorité, qui ne fut pas seulement un préjugé culturel, mais qui fut aussi un préjugé racial, a été la grande faute de l'Occident. Il a été la cause d'une blessure profonde et ineffaçable. Cette faute est inexpiable et cette faute est irréparable. Cela dura des siècles. Vint la Révolution française. Elle mit dans la pensée des esclaves l'idée de liberté. Il y eut des révoltes et des répressions. Mais les esclaves qui s'étaient libérés par les armes avaient définitivement perdu leur âme d'esclave. C'est dans ce moment décisif qu'à Saint-Domingue parut Toussaint Louverture. Avec des esclaves, il forgea une armée. Avec cette armée, il fit un État. Chateaubriand l'appela le Napoléon noir. Lamartine disait « Cet homme fut une nation ». Face aux Espagnols, aux Anglais, à Leclerc, dans la paix comme dans la guerre, dans l'administration comme dans la conquête, sans y avoir été préparé, sans avoir été éduqué, formé, il fit preuve des plus belles qualités d'intelligence, de caractère et de courage qui sont un démenti jeté violemment à la face de ceux qui voulaient croire à l'infériorité d'une race éternellement vouée à l'esclavage. Il mourut au fond d'un cachot. Mais le peuple que Toussaint avait réveillé et qui avait préféré risquer l'anéantissement en se battant jusqu'à l'extrême limite de ses forces plutôt que de redevenir esclave, avait pris goût pour toujours à la liberté. Le 1er juillet 1804, ce peuple libre proclama la République d'Haïti. Il voulait en faire la patrie des Africains du Nouveau Monde et de leurs descendants. L'émancipation s'était faite dans la souffrance et l'histoire n'a rien épargné à cette terre de douleur où, depuis plus de 200 ans, des hommes libres qui ne doivent leur liberté qu'à eux-mêmes
au milieu des pires épreuves, donne à l'humanité tout entière une grande leçon de dignité. Aboli par la Convention, rétabli en 1801, l'esclavage perdura encore presque un demi-siècle. En 1830, la France interdit la traite, mais elle continua en contrebande et en toute impunité. Et dans les plantations, dans les habitations, comme l'on disait aux Antilles, l'esclave continuait de travailler sous le fouet. Il a fallu attendre 1848 pour que la patrie des droits de l'homme mit fin à cette barbarie indigne de ses valeurs. En 1794, il y avait eu l'abbé Grégoire. En 1848, il y eut Schœlcher. Et quand on regarde les documents que l'on m'a montrés il y a un instant, l'on se demande comment, oui, comment des consciences humaines ont pu hésiter si longtemps. Comment des consciences éclairées par les Lumières, façonnées par l'héritage de la chrétienté, ont pu supporter si longtemps l'insupportable. Sans Schœlcher, il aurait fallu attendre encore. On disait qu'il fallait d'abord éduquer les esclaves. On disait que l'économie des colonies allait s'effondrer. On disait même qu'il fallait indemniser les maîtres. Schœlcher déclara qu'il fallait décréter l'abolition sans restriction et sans délai. Schœlcher affirma que l'esclavage était un vice politique et un vice moral, un attentat au bon sens, comme à l'équité, et qu'au fond, c'était un crime. Il affirma que la liberté ne pouvait être vendue. Il proclama qu'il fallait détruire ce préjugé de couleur. Il dit encore « Il n'y a pas de droit contre le droit ». Et à ceux qui réclamaient une compensation pour les maîtres, il répondrait « Si la France doit une indemnité, elle doit bien sans doute à ceux qui ont souffert, autant qu'à ceux qui en ont profité. » Les esprits étaient mûrs. Ne vit-on pas en 1844 les ouvriers de Paris adresser à la Chambre des députés, Monsieur le Président, une pétition demandant l'abolition? Schœlcher eut gain de cause, les maîtres cédèrent, les chaînes tombèrent, et ce grand honnête homme, comme disait Césaire, fit honneur à la France, à ce qu'elle aspirait à incarner aux yeux du monde depuis qu'elle avait proclamé que tous les hommes naissaient libres et égaux en droit. On dira que beaucoup de temps avait été perdu, que l'Angleterre avait décrété l'abolition 15 ans plus tôt, mais songeons que les États-Unis d'Amérique ne le firent que 17 ans plus tard, 17 longues années de souffrance supplémentaires. Songeons qu'il y aura des esclaves au Brésil jusqu'en 1888. L'abolition commençait l'émancipation, elle ne l'achevait pas. En théorie, l'égalité des droits fut solennellement reconnue. En pratique, la route vers l'égalité réelle était encore longue. En fait d'égalité, ce fut davantage celle des devoirs que celle des droits. 23 000 Antillais et Guyanais, 10 000 Réunionnais allèrent se battre sur les champs de bataille de la Grande Guerre, et des milliers d'entre eux y laissèrent leur vie. 25 ans plus tard, leurs fils iront mourir en Italie, sur les plages de Provence, à Royan ou dans la plaine d'Alsace. Dans ces deux guerres, le sang des anciens esclaves se mêla à celui des tirailleurs africains, leurs frères par-delà les mers, par-delà les siècles, et aussi par-delà la douleur. Oui, l'égalité des devoirs et des sacrifices. Mais reconnaissons-le, l'égalité des droits se fit attendre, car le système colonial perpétuait l'injustice. Certes, la République prit en charge les meilleurs élèves, elle leur donna des bourses, elle les éleva, elle fit avec des descendants d'esclaves, des agrégés, un gouverneur général, un grand poète, un président du Sénat. Certes, il y eut Félix Éboué, de le nom figure sur l'un des états civils que l'on m'a montré. Il y eut Monerville, il y eut Césaire et quelques autres. Mais tant d'autres continuèrent à porter sur leurs épaules une fatalité venue du fond des âges. Il y avait eu 1848,
Il y eut 1946, la fin du système colonial, la départementalisation. Elle était la promesse de l'égalité des droits économiques et sociaux. Nouvelle étape sur la voie d'une émancipation si ardemment déniée depuis si longtemps. Cette promesse tarda à être tenue, et ce fut encore une souffrance. En 1958, Aimé Césaire dira à André Malraux « Pour nous, le mot destin signifie tout ce dont les Antilles souffrent, et jusqu'à cette difficulté d'être qui les caractérise. Le destin, c'est pour nous tous nos handicaps naturels, et surtout et plus encore cette formidable accumulation d'obstacles qu'au cours des siècles ont accumulé devant nous l'injustice et la rapacité des hommes. Un peuple assoiffé de justice, de reconnaissance et de dignité, un peuple qui a connu la déportation, l'esclavage, l'oppression, l'humiliation, 2 siècles durant, ramené au niveau de la bête et de la chose. Je pèse sa circonspection devant l'avenir, ainsi parlait le grand poète Aimé Césaire. Les descendants des esclaves n'ont jamais demandé des excuses. Ils ont demandé, et ils demandent encore, que l'on reconnaisse leurs blessures. Ils n'ont pas demandé de réparation. Ils ont demandé de la compréhension et le respect de leur singularité, de leur identité meurtrie. Ils n'ont pas demandé de droits particuliers. Ils n'ont pas exigé plus de droits que les autres au motif qu'ils avaient davantage souffert. Ils ont seulement demandé la liberté, l'égalité, la fraternité pleines et entières. Ils ont demandé que nous donnions à ces mots tout leur sens. La liberté, la République la leur a donnée en 1848. L'égalité, la République la leur a promise en 1946. Et la fraternité, c'est ce que la France leur doit, après des siècles d'oppression, d'exploitation, de misère et de guerre à mourir côte à côte pour le même idéal. La liberté, c'est le droit qui la garantit. L'égalité, c'est la raison qui l'exige. Et la fraternité, c'est le cœur qui l'appelle. Le droit, la raison et le cœur, voilà par quoi nous pouvons donner un sens à un avenir commun. De la souffrance d'une mémoire partagée, d'une histoire douloureusement assumée ensemble, nous devons faire la source d'une espérance nouvelle. Et si nous commémorons aujourd'hui l'abolition de la traite et de l'esclavage, ce n'est pas pour répéter indéfiniment le passé au point d'en devenir prisonnier, ce n'est pas pour mettre en concurrence les mémoires et les souffrances, ce n'est pas pour diviser, c'est pour comprendre, c'est pour unir et c'est pour construire. Pas plus que la mémoire humaine ne doit oublier la Shoah, elle ne doit oublier l'esclavage, parce que l'une et l'autre expriment une leçon universelle. La plainte lugubre que le souvenir du sang, de la torture et des crimes fait jaillir des prisons de Gorée et des camps de la mort dit à chaque conscience humaine qu'elle se détruit elle-même lorsqu'elle consent à ce que des hommes deviennent des animaux domestiques ou des marchandises, lorsqu'elle accepte que des hommes soient exploités jusqu'à l'humiliation, jusqu'à la perte de leur dignité, jusqu'à leur aliénation totale. Et nous n'en avons pas fini avec cette leçon. L'émancipation jamais accomplie, toujours menacée, reste le grand problème de l'humanité et l'idéal inachevé de notre République. N'y a-t-il plus dans le monde d'injustice, d'atteinte à la dignité humaine, de nouvelles formes de servitude et d'esclavage qui nous révoltent? Le racisme, l'antisémitisme, la ségrégation, la discrimination, la marchandisation de l'homme ont-ils à ce point disparu que notre conscience puisse rester en paix? Avons-nous assez lutté contre la misère qui dégrade l'homme et qui le pousse à subir la loi du plus offrant? Avons-nous assez fait pour la liberté, la fraternité et l'égalité que nous puissions nous tenir quittes de tout? Un poète africain a écrit, ce sera ma conclusion, « Ma mémoire n'est pas courte, j'ai une mémoire longue, longue, infinie. Ma mémoire est celle de mes frères et de mes sœurs, celle de mes pères et mères, celle de toutes les générations, de mon peuple qui a souffert tout le temps, affamé, exsangue, criblé de blessures, des centaines, des millions de travailleurs forcés, déplacés ont souffert leur martyre. Ma mémoire qui juge, qui condamne, ne pardonne pas. Comment pardonner d'ailleurs ce qui est impardonnable?
il ne faut pas pardonner, il ne faut pas oublier, pour rester éveillé, vigilant, attentif, la conscience en alerte, car si nous ne sommes pas responsables des fautes de nos aïeux, nous ne pouvons pas nous exonérer de la responsabilité de celles que nous pourrions commettre en invoquant la terrible excuse des lâches, nous ne savions pas. Car c'est à nous de savoir et c'est à nous d'agir. Toussaint et Schœlcher firent ce qu'ils avaient à faire, les justes firent ce qu'ils avaient à faire. Permettez-moi de finir sur cette question qui devrait sans cesse nous tourmenter, et nous. Vive la République et vive la France.